partir pour le tango. Oh, vous ne connaissez pas, hein? Oh, c'est Ça va, monsieur. Vous ne connaissez pas encore la bonne nouvelle. Eh bien, je vous la donne en mille. Mais n'ébruitez pas la chose tant qu'elle n'est pas officielle. Figurez-vous donc qu'on m'a offert, moyennant un stage de perfectionnement à Los Angeles, à l'école de théâtre Kaminsky, un rôle exceptionnel dans une pièce de Samuel Beckett. Ouais, monsieur. Et pas qu'un petit rôle de larbin, non, non, non. Un rôle de premier plan. En fait, le rôle titre dans une des pièces les plus célèbres du dramaturge irlandais. Vous imaginez ma joie immense, que dis-je, ma béatitude sans borne, ma jubilation extrême, à moi la gloire, à moi la reconnaissance de mon génie par mes pairs, à moi la célébrité à travers les siècles. Oh, j'allais oublier de vous dire, on m'a retenu pour jouer Godot. N'est-ce pas extraordinaire? Cela étant dit, maintenant je vous entraîne du côté obscur des choses. Voilà, je m'enfonce lentement dans l'enfer vert, remontant mollement le cours sombre et sinueux d'un petit embranchement du Mékong. Je suis à la recherche du colonel Kurtz. Seul le clapotis de mon kayak en kevlar couleur ketchup brise le silence. Nuée d'insectes hostiles, et je me vois en chemise et képi kaki, angoissé par ce silence fracassant. Puis soudain, une clairière. J'accoste. Je repère un sentier, l'empreinte sur 100 mètres. J'entends des voix. Ciel, sans doute des Viet-Cong. Et là, devant moi, une autre clairière très ombrée, occupée en son centre par une cahute toute délabrée. Je m'approche avec une extrême prudence. Je vois alors ce spectacle hallucinant. Merde, je n'avais pas mon Nikon. J'étais pourtant tout un kid Kodak à l'époque. Donc, une demi-douzaine de militaires, tous asiatiques, probablement des Khmers, sauf un, le colonel Kurtz lui-même, tous embringués dans un poker féroce, endiablés. On sent la présence combinatoire de Kali qui rôde. La vodka coule à flot. Une vodka de Kharkov, je remarque. Les mises sont vertigineuses. On m'invite, et moi, tel un fakir du Dakota, à bord de sa pacarde noire d'ébène, je m'installe tout en sachant fort bien que je cache dans ma manche gauche le Joker Kaboom, qui, je le sais, va anéantir tous ces vils petits apparatchiks pseudo-judokas et junkies invétérés. Je serai le Bismarck des temps modernes, le Gengis Khan de l'apocalypse, qui, tel un blockbuster, fera sauter tous les bunkers et tous les blockhouses, de la Saskatchewan jusqu'au Kansas. Et je me souviens maintenant, au milieu de cette fortune en dong tout froissé, une svastika toute de nickel, incongrue, au fond d'un verre de Kumel, ou peut-être était-ce de Kawa, allez donc savoir. Juste à côté, une bouteille à moitié vide de saké, jouxtant un petit monticule de poudre blanche, coke sans doute, et là, tout près, les restes d'un beefsteak sous un nuage de mouches enragées. Un batik d'un autre temps pendait de guingoire au mur du fond, au-dessus de quelques canas tracés sur un vieux papier craft. Ou peut-être étaient-ce des kanji. Et tout juste à côté pendaient 4 AK-47. Un parfum très poivré flottait dans l'air, sûrement de l'excellent kiff. Et cette musique irréelle dans les circonstances. Stravinsky, Petrouchka. Je ferme les yeux, dérive, blackout. Bon sang, mais quelle chaleur! Il doit bien faire 100 degrés Kelvin. Le soleil est au zénith.
directement au-dessus de Khéops. J'arrivais de Karnak, et sur ma gauche, Képhren, et Mykérinos jouxtant le grand sphinx. À mes pieds, quelques tessons de céramique, kaolins sans doute. J'ai grand soif. J'aimerais bien une boisson fraîche au kiwi, et tant qu'à faire, je la siroterais bien à Yellowknife, sur les rives du grand lac des Esclaves, ou encore mieux au Yukon, où on annonce un rarissime concert Shostakovich et Tchaïkovski. On y jouera mon air préféré, Trepak, tiré du Nutcracker, sous la direction de Karajan. Ah, cette étrange sensation de dériver à bord d'un drakkar viking en direction du Danemark. Mais, à bien y penser, un concert Brubeck m'aurait bien intéressé aussi. Mais qu'à cela ne tienne, et n'écoutant que mon courage légendaire. Je fonce à dos de yak, et tel un jockey sublime, j'esquive élégamment l'esquerre du Nebraska, espérant faire halte au prochain kolkhoz, quoiqu'un sauve-cause ferait tout aussi bien l'affaire. Mais c'est bien ma veine, j'aboutis dans un kibbutz, où de jolies jeunes femmes kabyles, les yeux tout charbonnés de colle, prennent manifestement plaisir à me réciter un conte de Kafka, relatant l'époque où le Kaiser s'esquintait par devers un karaoké très kitsch, dans le but fort louable d'amuser le Kronprinz, qui aurait bien préféré un film de kung-fu, ou encore mieux un film de King Kong. Cette jeunesse! Ce qui n'est pas sans évoquer pour moi ma si paisible dérive dans le Kuroshivo. Celle-là même de dérive qui me ramena à mes amours de Kamouraska, où de bienveillants corrigans avaient pris soin de me préparer un délice de koulibiak, suivi d'un kouglof, tout ce qu'il y a de plus divin, agrémenté bien sûr d'un soupçon de kumel. Ce fut tout un snack, croyez-moi. Et brusquement, c'est l'horreur. 15 kamikazes yakuza, tous obsédés par l'idée d'un glorieux harakiri, veulent me faire la peau. Et voilà c'est pas qu'une douzaine de sinistres Ku Klux Klan arrivent en trombe me prenant à revers. Ciel, je suis fait comme un koala. Ils arrivent qui sur des cartes ultra rapides, qui sur des Kawasaki vives comme l'éclair, tous katana en main et traçant de très menaçants moulinets extrêmement incisifs. Zit, zit, zit. Le sang, le souffle du fil du rasoir sur ma nuque nue. D'aucuns prétendent qu'ils venaient de Kyoto et de l'Arkansas, à bord du Karabujo. N'en croyez rien. Ils étaient sûrement de Nagasaki, puisque certains arboraient fièrement un petit kilt kaki. Et les autres arrivaient assurément d'Ouzbékistan, puisqu'ils portaient des kimonos aux vives couleurs du Klondike. Un petit aparté ici me permettant de rappeler le célébrissime affrontement Kennedy-Khrouchtchev qui marqua le sommet de la guerre froide russo-américaine. On ne parle pas ici de la cabalistique affaire des îles Kouriles, ni même de celle des îles Falkland, non, 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 mais du blocus de Cuba, où le monde entier retint son souffle face à l'imminente menace d'une hécatombe nucléaire. Derrière des kilotonnes et des kilotonnes de bombes atomiques se profilait alors le spectre très obscur d'Armageddon. Mais passons. Ah, quelle fascination que les neiges éternelles du Kilimandjaro. Kenya à 0 degré de latitude. Mais attention, la chasse aux cobs est ouverte. Et on pense ici, bien sûr, aux Kodiaks d'Alaska, du Yukon et du Kamchatka, qui, au son d'une irrésistible balalaïka, vous faites une jolie danse savante pour la plus grande joie de toutes les babouchkas et autres matrioshkas de ce monde. Mais entre-temps, c'est à bord d'un très élégant ketch en partance pour le Karakoram via Hokkaido que je savoure, accompagné de mon teckel favori, un air de Moussorski. Ou n'était-ce pas plutôt de Moustaki? Enfin, bref. Et tout en dégustant un fameux steak de Kobe, agrémenté de krill cru, suivi d'un shish kebab arrosé d'un kir royal absolument divin, que je me laisse dériver, sans trop le savoir, vers la redoutable ceinture de Kuiper, pour
Pourtant, certains de mes amis kurdes m'avaient vivement avisé de l'éviter à tout prix, car Kachina risquait de s'en ulcérer et, à la rigueur, d'user de son Christ mystique. Heureusement pour moi, un vent dominant me pousse vers le Koweït, où je pus faire le plein de kérosène et repartir illico vers des cieux plus cléments. Petit arrêt en Irak, puis vivement kangourou et koala, où pour un copec on vous sert un whisky de l'Oklahoma avec un effet de knout garanti. Et me voilà reparti pour la gloire. Et tel un lilliput évanescent, un struldbrug insaisissable, je me préparais fébrilement pour le mondial de blackjack qui se tenait à New York. J'en profite pour me garer dans un parking étagé et fort bizarrement bourré de jukebox, tonitruant de musique klezmer et tous ces klaxons qui me rendaient fou. Ma foi, ici, on ne lésine pas sur les kilowatts. Et comme j'avais quelques kilos en trop, je m'engage dans un jogging infernal, ce qui m'amène à aller donc savoir pourquoi, à revoir dans ma tête le féroce blitzkrieg de Kursk, où des milliers de tanks s'affrontaient dans un ouragan de mugissements longs et plaintifs, de katchioucha, de bazooka et de kalachnikov. Hurlements des hommes broyés par les machines infernales au milieu des stridents bombardements de Stuka en piqué. Et c'est par un effet de kaléidoscope hallucinant que je vois défiler devant mon regard ahuri des hordes de Kalmouks déferlant sur Smolensk, laissant l'Ukraine à feu et à sang, alors que Keitel s'enfuyait du lac Baïkal via Yekaterinbourg à bord de son Focke-Wulf 190. Ou était-ce un Heinkel 177? Non, voilà, j'y suis. C'était un Junker 88. Pour aller rejoindre la commandantur de Kaliningrad sur la Königstrasse, et de là aller se perdre au fin fond du Kalahari. Triste karma, me dis-je, pensivement. Et c'est vêtu de mon plus beau parka et le cœur léger, et sur l'air de Kalamazoo, que je me mets en route, direction le K2 via la Kirghizie et le Pakistan. Et chemin faisant, j'en profite pour vous parler d'une mémorable partie de hockey. Oui. À l'époque, je jouais pour le Spartak de Kildare. On affrontait les Pokémon de Québec. L'enjeu était majeur, la Coupe Kraken. Les Pokémon avaient pour capitaine Franck le Gros, joueur corpulent, à l'air de bœuf, intimidant, flanqué de ses deux lieutenants, sur l'aile gauche le gars de la santé, un certain Bédu, comptable de son métier et obsédé par les chiffres, notamment son fameux 75%. Et sur l'aile droite, l'âme damnée de Faust, de Franck, le docteur Adoura, le fabricant en chef de la peur totale. En fait, il me rappelle un peu K dans le livre de la jungle, et peut-être même un certain docteur chez Jules Romain. Et dans les buts, le gars d'éducation, un certain Goberge, si je me souviens bien. À la défense, les frères Karamazov, et comme entraîneur-chef, Raskolnikov, oui monsieur, qui selon certains serait sous l'influence d'un certain docteur Carmi, adepte inconditionnel de la thèse des vents dominants. Voilà, la table est mise, et après 3 périodes de jeu endiablées, ponctuées de multiples infractions, la marque est 4-4. Période supplémentaire. La tension est à son comble, la foule survoltée. On croirait même qu'un vent dominant s'est levé. Puis, soudainement, l'ouverture se crée. Le Gros passe la rondelle à Bédu, qui, manifestement, n'est pas très à l'aise dans son jeu. Finalement, il cafouille, s'emberlificote dans ses patins. Je bondis sur le puck. Ici, allez donc savoir pourquoi je pense à Shakespeare. Songe d'une nuit d'été. Donc, je bondis sur le puck. Le refile à mon ailier droit, Mikhail Biankovitch, l'as du tricotage, qui déjoue habilement Adoura, refile le 10 sur l'autre aile, le fidèle Kobianski, au coup de patin foudroyant. Il se présente seul devant Goberge, décoche un boulet de canon et compte. Et bizarrement, un immense silence ponctué de quelques huées éparses.
Voilà, la coupe Kraken est à nous. Dorénavant, il nous sera loisible de voir très clairement tout le jeu tordu de nos chères élites politiques et médiatiques. Et c'est pas toujours joli. Mais voilà qui me laisse plutôt songeur, car, comme on dit parfois nous, ce match, c'était de la petite bière. On jouait contre des sous-fifres. Et quand je songe au match qui se joue au niveau mondial, avec une équipe autrement puissante, où on retrouve entre autres cette redoutable troïka, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Klaus Schwab, alors là, ça me laisse plutôt perplexe pour l'avenir. Par ailleurs, il m'arrive de songer à la lettre K par-devers le tableau périodique. On pense alors à Krypton. Mais non. K désigne le potassium, ce qui m'amène fatalement à Kutuzov, le vainqueur de la Grande Armée, puis Zhukov, le vainqueur de Stalingrad, ce qui paradoxalement m'amène à ce doux souvenir de kermesse, loin dans mon enfance, où sur un kiosque fort joliment décoré se tenait un petit orchestre qui agrémentait la douceur des heures soyeuses dans un parc près de chez moi. On y jouait de fort jolies polkas, d'entraînantes mazurkas, et parfois on y glissait un petit cakewalk pour le plus grand plaisir des badauds. Et je vous fais part ici de ce petit souvenir de notre âge, tiré de la messe dominicale. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tout ça, c'était bien avant le grand crash, bien avant tous les Konzern, Komsomol, Spoutnik et Parkinson de ce monde. Les gens pratiquaient Shakespeare. Dostoïevski n'était pas encore une marque de commerce. Chacun y allait de son petit haïku. On citait aisément Kurosawa, qui faisait de toute façon partie intégrante de nos mirobolantes soirées de ciné-club. Buster Keaton nous enchantait par ses pitreries. Il n'y avait pas encore de super-tankers qui sillonnaient les mers, ni de bombardiers Stuka, ni de Baïkonour, ni de sinistres Loubianka, et pas encore de Sikorsky. On vénérait Kipling et Keats. Kierkegaard nous intriguait par-devers son journal d'un séducteur. Pouchkine nous passionnait. On pense à Boris Godunov et à la Dame de Pique. Pasternak nous avait charmés avec son docteur Givago. Tout ça sur fond exotique plus ou moins flou de Kamasutra. Et j'entends encore mon vieux professeur de grec nous annoncer l'alphabet. Kappa, Xi, Ki. Et je pense forcément au capitaine Kirk et à M. Spock, aux prises avec les Klingons, et puis au capitaine Haddock, bien sûr. Mais trêve de baliverne, passons aux choses sérieuses. Kant, la critique de la raison pure. Eh bien, une lecture de Kant agrémentée d'un peu de Bartók ou de Gorecki. Tout compte fait. J'irais plutôt avec Schnick ou Krenek ou même Chimanovski. Voilà qui vous fouette l'hypophyse, non? Et je ne vous parle même pas de Trotsky et encore moins de Billy the Kid ou de Kit Carson. Voilà qui me rappelle mon dernier séjour à Arkhangelsk via la mer d'Okhotsk. Docker de fonction, oui monsieur. Et je m'étais accoquiné avec un petit judoka, ex-champion olympique de ski alpin, du nom de Konrad
qui, vêtu de son plus bel astrakhan et d'un anorak, ma foi, plutôt avaché et défraîchi, se foutait éperdument de tous les oukas de ce monde et n'en avait que pour son fameux drink de kirsch, près d'un souk à Osaka, là où de sombres moujiks s'entretiennent de bakounines tout en multipliant les scoles en mémoire de leur inoubliable séjour à Katmandou. Et entre-temps, il me lance à la figure. Moi, je prends un taxi pour Tobruk. Mais tout cela évoque aussi pour moi la douce mémoire d'Anton Tchekhov, déambulant en flâneur indolent sur la vaste perspective Nevsky, ticket en poche pour assister le soir même à l'opéra Les Valkyries de Wagner, bien sûr, au Mariinsky. Et c'est en route pour Minsk, sous un chinook hargneux, que je fais la connaissance d'un petit juif de Kiev, du nom de Nikita, keffier en tête. non, c'était plutôt une kippa. Petit pékinois caramel à son bras et très élégant King Charles à ses pieds. Il arrivait de Khartoum après un bref séjour à Kigali pour une compétition très relevée de karaté. Il me confie que du temps où il officiait sur le Potemkin, alors en rade d'Okinawa, tout juste après avoir patrouillé au large des champs pétrolifères de Bakou, il avait croisé le fer, intellectuellement bien sûr, avec quelques louches yankees qui voulaient stocker un racket de pickpocket, camouflé pendant tout un week-end un championnat clandestin de strip poker. Ah là là, quel sketch hallucinant! Ce récit me mettait littéralement KO. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le même petit juif me confie aussi que du temps qu'il étudiait à Berkeley, il était devenu un véritable crack de l'informatique et qu'il avait réussi l'exploit incroyable de reformater tous les calculs astronomiques de Kepler, et qu'après un long séjour au Nebraska, ou peut-être était-ce au Dakota du Nord, faudrait vérifier, il avait pu développer de rares katas auprès d'un grand maître de kendo. Mais depuis ce temps, il s'en était trouvé affligé d'un gros kyste à la fesse gauche, fort persistant, que seuls quelques verres de tokay parvenaient à soulager quelque peu, ce qui nécessitait néanmoins un approvisionnement constant en Kleenex pour éponger la chose. Et c'est au risque d'être blackboulé, voire même kidnappé, qu'il m'avouait, tout candide, son amour de Pink Floyd, surtout quand il se tape l'intégrale des discours de Martin Luther King. Alors là, il se permet même un petit luxe, un petit cake au kiwi en plein après-midi, et parfois pousse-t-il le luxe de s'offrir un doigt de kumel ou de kir, c'est selon. Tout cela cachère, bien sûr. Et puis, il nous arrivait de deviser tout doucement de Jack Kerouac, tout en se commettant dans un petit snooker amical. Mais chez mon interlocuteur, les souvenirs fusent en kyrielle, un peu pêle-mêle, je le crains. Ainsi me relate-t-il l'explosion cataclysmique du Krakatoa, menaçant même Jakarta, pourtant sise à des centaines de kilomètres. Puis il me parle de son bref passage au palais de Buckingham. Ensuite son extraordinaire expérience au Kammerspiel de Saarbrück, où il avait tenu le rôle d'un méchant capot, et sa prestation inoubliable au kabuki de Fukuoka, où, étonnamment, il y avait même appris à jouer du koto. Puis l'époque plus sombre, où il s'était fait kinésithérapeute kleptomane, ce qui lui avait causé quelques ennuis avec le KGB. Mais il insistait surtout sur son long séjour à Kaboul, où sa formation de pédologue l'avait amené à étudier les sols karstiques de l'endroit. Puis, de fil en aiguille, de capilota dans Palinodi, et puisque tout est kiff-kiff, c'est sous les belles sonorités de Sherazade de Rimsky-Korsakov. Que son discours m'entraîne dans un tourbillon de lieux tout aussi exotiques les uns que les autres. Karachi, Kuala Lumpur, Sakhalin, et puis que sais-je encore.
Ok, je sais qu'il rêvait d'un califat en Ouzbékistan où, moyennant quelques bakchiches, il aurait pu proférer tous ses diktats du haut de son Kremlin très personnel. Mais c'était capote pour lui. La vie, tel un tomahawk impitoyable, lui était tombée dessus en un foudroyant tir de barrage de flaques. Kubrick en aurait fait un film passionnant avec plein de skinheads aux commandes de fuckers bleus de mer et où l'action se serait tenue quelque part dans quelque coin perdu de l'Arkansas. Mais bon, puisque je passe mes vacances dans la presqu'île de Kola, en fait à Mourmansk, faisons donc contre mauvaise fortune bon cœur. Commandons une bonne petite moussaka agrémentée de calmars frits au karité avec un soupçon de paprika. Le tout sous le charme très accorte d'un bouzouki, très doux, très mélodieux. Me laisser rêver, dériver. Il faudrait bien que j'écrive un mot à ma belle Kalinka. Vit-elle encore à Oka? Ou serait-elle plutôt à Kenogami? Je m'étais juré que je lirais le Kessler, là, qui traîne depuis des mois sur mon bureau. L'ai-je fait? Eh bien non, tant pis. Quant à Jules Romain, je pense à son roman « Où était-ce » à une pièce de théâtre. Enfin bref, le docteur Coche. Oh, non, ça c'est le type du bacille. Ah, voilà, Knock. Ça, c'est le type qui voulait soigner tout le monde de force. On se croirait au Québec en pleine pandémie. Il faudrait bien que j'aille au bureau de change, regardez-moi ça, tous ces kips qui servent à rien. Et ce télégramme de Tokyo, devrais-je donner suite? Peut-être pas, finalement. Ah, une douce retraite sur l'île de Bikini en plein Pacifique Sud. Mais, car il y a un mais, quelqu'un me chuchote à l'oreille. « Hé, du con, cette île est encore full radioactive. » Alors, voici maintenant le temps d'appeler la clémence d'Antuka. Car j'appareille tout à l'heure à bord de mon brick tout en tech. Et comme le vieil Archimède l'aurait dit, Eureka! Car finalement, ce sera Key West. J'avais d'abord pensé à Kuujjuaq, mais de bonnes âmes m'en ont vite dissuadé. La baraka, quoi, puisque j'emmène avec moi un peu de Kundera, un brin de Kessel, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, la sonate à Kreuzer avec Clem Pereire, un album consacré à Klee, Kandinsky, Klimt et Frida Kahlo. Et il va de soi tout l'œuvre de Bach für Klavier, avec Gould évidemment. Peut-être y trouverai-je l'âme d'Hemingway. Et pour mon petit plaisir très perso, ce petit scherzo spécial cas, et ça va comme suit. Au cas où il resterait encore quelques cas, il faudrait procéder au cas par cas. Certes, en cas d'échec ou d'erreur, éviter à tout prix d'en faire un cas de casus belli. Or, il faudrait, le cas échéant, s'assurer que c'est un cas d'espèce, et dans le cas contraire, qu'il ne s'agit pas d'un cas désespéré, auquel cas il y aurait lieu d'en faire un cas de conscience, ou à tout le moins un cas ad hoc. Et dès lors, s'il s'agit vraiment d'un cas exceptionnel, alors là, de rechef, il faut faire en sorte que tous les cas contagieux en arrivent un jour à pouvoir débunker tous les vulgaires caca covidiens. Voilà. En tout cas, ce fut pour moi l'occasion de tout un périple. Et au cas où vous auriez apprécié ce que je présume, je trinque à votre bonne santé. Skål! C'était le plus vite, je pensais. T'as plus?